Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour et merci à celles et ceux des spectateurs du théâtre Pierre Lamy de l'École alsacienne qui sont avec nous pour échanger avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Richard Verly, correspondant à Paris du, je ne sais pas, on ne peut pas dire quotidien parce que c'est uniquement en ligne. Si, du quotidien en ligne, en fait. Oui, du quotidien en ligne public. Voilà. Que je recommande à votre curiosité. Donc, nous allons maintenant passer la parole à ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui souhaitent intervenir. Et nous avons ici déjà une première question. Monsieur. Oui, bonjour, et je voudrais d'abord plus près du micro. Je voudrais d'abord vous remercier pour la grande qualité de vos émissions que je n'ai pas ratées depuis plusieurs années. Je voulais vous interroger sur les conséquences économiques de ce changement de politique Covid en Chine. On a vu qu'il y a des dysfonctionnements dans l'approvisionnement de médicaments, par exemple. Est-ce que vous pensez que ce sera un effet transitoire ou est-ce qu'il y aura, selon vous, des changements plus structurels dans la manière dont on commerce avec la Chine et plus de résilience économique, par exemple? Et ma deuxième question, c'est sur pourquoi un tel échec en fait, de la politique Covid en Chine. Lucille Schmitt a parlé de déni de réalité. Alors pourtant, on sait que la Chine, pendant très longtemps, avait un pragmatisme dans les réformes. Deng Xiaoping disait que pour traverser la rivière, il fallait tâter chaque rocher. Donc il y avait beaucoup d'expérimentation. Pourquoi un tel échec maintenant? Et est-ce que ça va peut-être changer la géopolitique, le regard par exemple des États africains sur le succès de la Chine? Merci. Lucille Schmitt. Je pense que Béatrice voudra aussi répondre, mais je vais dire quelques mots. Je trouve ça intéressant que vous parliez de la façon dont ça peut changer la géopolitique. Je voyais qu'une chercheuse talentueuse, dont je ne retrouve plus le nom, en vous parlant, a parlé de bimondialisation en disant, au fond, ce qui peut s'organiser, c'est une nouvelle confrontation, c'est pas de la guerre froide, mais c'est une nouvelle répartition, en fait, où chacun aurait ses affidés dans un monde où la mondialisation économique perdure, mais où chacun organise les choses. C'est même pas régional, mais c'est le choix de choisir un modèle politique, idéologique, où on aurait la Chine qui continue à vouloir représenter les pays du Sud. En a-t-elle la capacité? Ça, c'est un point important. Et puis moi, je voulais insister sur le fait que Xi Jinping, au départ, moi, lorsque je discutais avec des personnes qui connaissent bien la Chine, disais que c'était une grande force qu'il assume son rôle nationaliste et qu'au fond, derrière lui, comme l'a dit Béatrice Gibelin, la société chinoise était rassemblée et souhaitait que la Chine assume son rôle de puissance. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que son hubris personnel l'a amené à se dissocier, me semble-t-il, d'une partie de la société. Et l'enjeu, c'est de savoir si le nationalisme qu'il a mis en scène peut revenir d'une manière plus collective et comment est-ce que la Chine, comme puissance, peut exister. Alors, par rapport à votre question économique, ce qui est important, c'est d'avoir en tête comment nous menons notre relocalisation, notre réindustrialisation, comment les États-Unis agissent, ça a été dit notamment par rapport à la législation adoptée par Joe Biden, mais comment est-ce que l'Europe agit surtout parce que nous ne qualifions pas la Chine d'ennemi, contrairement aux États-Unis, et nous souhaitons en faire d'une certaine manière une puissance systémique ayant un modèle différent du nôtre, mais nous voulons continuer à interagir avec elle. Jean-Louis Bourlange a bien dit que l'Allemagne, par exemple, est extrêmement dépendante de la Chine pour ses exportations. Là-dessus, d'ailleurs, sur le commerce extérieur, je voulais insister sur le fait qu'il ne suffit pas de consommer, il faut aussi exporter lorsqu'il s'agit de commerce extérieur, Jean-Louis. Mais en tout cas, on est dans une situation où l'Union européenne va jouer un rôle pivot sur cette question de l'importance de la Chine et où la société chinoise va aussi jouer un rôle pivot. Je rappelle que la société chinoise, de manière larvée, silencieuse, s'est opposée au fond aux directives de Xi, par exemple en pratiquant la grève démographique. Vous savez qu'aujourd'hui, la relance de la natalité que veut Xi Jinping ne fonctionne pas en Chine. Les Chinois ne font pas d'enfants, ils n'ont pas envie d'en faire, peut-être parce qu'ils sont en dictature. Béatrice Gibelin. Bon, je ne parlerai pas de grève démographique parce que je ne pense pas que ce soit simplement pour ne pas faire plaisir à Xi et qu'on ne fait pas d'enfants. On ne fait pas d'enfants parce qu'on a perdu confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement important. Et ce vieillissement de la population chinoise est un vrai et très grave problème. Je parlais tout à l'heure du départ d'un certain nombre de Chinois, et plutôt des Chinois formés et ouverts, c'est important. La chasse qui a été faite à la corruption, vous savez que Jack Ma vit désormais à Tokyo,
le créateur d'Alibaba, ça pose des problèmes. Et les conséquences économiques seront aussi celles-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investissements étrangers dont la Chine a encore besoin sont en train de se retirer fortement. Donc la situation pour les Chinois est assez difficile. Autre élément dont on n'a pas parlé, on a rappelé qu'il n'y avait pas de retraite en Chine, donc la classe moyenne a investi dans l'immobilier en espérant pouvoir en retirer des revenus. Or, cette bulle immobilière est en train de s'effondrer avec des gens qui se sont endettés. Et pour moi, c'est une situation intérieure qui va être extrêmement difficile à gérer. Donc, les conséquences vont être, je crois, très, très importantes. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Lucile sur les conséquences géopolitiques. Je pense qu'on va les voir. Et que quand elle dit la Chine, le modèle pour le Sud, ça ne va pas rester le modèle pour le Sud. Dans la mesure où ces difficultés économiques vont lui rendre la vie beaucoup plus difficile, même si elle a encore d'énormes moyens, c'est incontestable. Et que, je reprends ce que disait Jean-Louis sur l'Allemagne, le port de Hambourg, elle a réussi à prendre des parts dans le port de Hambourg contre l'avis d'un certain nombre d'Allemands qui étaient très hostiles à ça. Donc, mais on est vraiment à un moment où je pense que si les pays qui représentent l'Occident n'ont pas peur, c'est le moment effectivement de porter, certainement pas les stockades, mais de faire entendre le rapport de force. Les Chinois ne comprendront que ça. Richard Verlet. Sur le plan économique, 3 observations. D'abord, on l'a peu dit ces dernières années, mais le miracle économique chinois était essentiellement basé sur de l'innovation étrangère, et notamment sur de l'innovation made in Taïwan. Ne l'oublions pas, quantité de grandes entreprises chinoises sont en réalité des entreprises taïwanaises. Or, dans le contexte actuel, les Taïwanais n'ont plus envie de mettre leurs œufs dans le panier chinois. Deuxième observation, le grand programme chinois ceinture et Belt and Road, ceinture et route, c'est en fait créer un endettement généralisé, donc se créer des affidés et des relais partout dans le monde à travers l'endettement. L'endettement, ça marche quand vous, le créancier, vous êtes fort. Quand vous êtes faible, vos débiteurs ne vous remboursent plus. Et donc le grand risque, c'est que la Chine va se retrouver devant des débiteurs qui, sentant que peut-être elle n'est plus aussi forte qu'avant, refuseront de la rembourser. Et dans ce cas, son programme risque d'avoir quelques fissures. Et enfin, dernier élément que je crois très important sur le plan, alors là, pas économique, mais plus socio-économique, c'est toute la périphérie asiatique de la Chine. Dans l'histoire, et vous regardez, c'est très simple, à chaque fois que la Chine a été forte, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays qui l'entourent, se sont courbés et ont finalement accepté la puissance chinoise. Dès qu'elle est faible, les têtes des Chinois ont fini au bout d'une pique. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que dans des pays comme l'Indonésie, comme les Philippines, comme le Vietnam, dès que la Chine apparaîtra faible, les communautés chinoises ou sino-quelque chose, sino-vietnamiennes, sino-indonésiennes, sino-thaïlandaises de ces pays se retrouveront en péril. Jean-Louis Bourlange. Oui, d'abord, sur l'Union européenne, il y a vraiment quelque chose de très agaçant, comme toujours, c'est le fait de prendre des mots qui ne signifient pas grand-chose. Parler de rival systémique, systémique, c'est un mot que personne ne comprend. Bon. Rival, c'est beaucoup plus qu'une rivalité, c'est beaucoup plus qu'une concurrence. On est effectivement, les Américains ont raison de dire qu'on est dans une période de confrontation entre des modèles civilisationnels. Première remarque. Deuxième remarque, je crois effectivement que la notion d'équilibre, qui est une notion centrale dans la diplomatie française depuis le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle était héritier d'une tradition diplomatique française qui s'est affirmée avec Choiseul, puis Bonaparte, puis qui était que la France devait retrouver la première place perdue lors du traité de Paris en 1763, quand elle a perdu son empire face à l'Angleterre. Et plus on avançait dans les siècles, moins la France était puissante en valeur relative par rapport aux États-Unis. Donc l'idée a été de transformer le plateau que représentait la France dans la balance en fléau, c'est-à-dire de se mettre à la charnière de deux systèmes afin de peser pour l'un ou pour l'autre. C'était très clair chez le général de Gaulle, solidaire des États-Unis au moment de Cuba, au moment de la crise de Berlin, et en revanche, extrêmement hostile aux États-Unis
au moment du discours de Phnom Penh. Bon, et il estimait qu'en étant bien placé, on pouvait peser d'un côté ou de l'autre. D'où d'ailleurs cette contradiction très profonde de la diplomatie qui consistait à affirmer le droit à l'ingratitude des États, la France aux mains libres, ça veut dire ne jamais être lié définitivement, ce qui rendait effectivement difficile de construire un ordre, notamment un ordre européen, parce qu'à tout moment, on pouvait passer des Allemands aux Américains ou aux Russes comme partenaires privilégiés. Mais De Gaulle était un orfèvre, un artiste, et il gérait ces contradictions avec un talent et une prudence assez remarquables. Mais cette notion d'équilibre, à mon avis, ne s'applique pas du tout à nos relations avec la Chine, car nous ne sommes pas entre les États-Unis et la Chine. En revanche, le concept qui pourrait peut-être être utilisé, c'est le fameux concept du good cop et du bad cop, parce que les États-Unis sont en confrontation dure avec la Chine. Or, on voit bien qu'un certain nombre de pays, il y a des pays qui sont affidés. Les affidés de la Chine, c'est quand même pas brillant, hein. C'est l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, la Russie, l'Érythrée, je crois. C'est pas, il n'y a pas de quoi faire les pieds au mur. Mais il y a des États qui sont des États voisins qui se méfient, comme le Vietnam, par exemple, les Philippines, qui se méfient de la Chine et qui ont intérêt à avoir, même la Corée du Sud, moi, la Corée du Sud, quand je vois les Coréens du Sud, ils me disent c'est très bien, il faut garder des relations parce qu'ils savent très bien que c'est la clé pour que la Corée du Nord ne soit pas trop agressive. Donc là, on a peut-être intérêt à jouer un rôle. Et puis il y a les États qui sont, notamment les États africains, qui sont totalement opportunistes et qui profitent de la Chine pour diversifier leurs relations avec les grands pays, notamment avec les États-Unis. Et là encore, nous pouvons nous prêter à ce jeu, car nous leur offrons une latitude d'action supplémentaire. Donc je crois qu'il faut bien faire une distinction entre l'idée d'une puissance d'équilibre qui serait intermédiaire entre le modèle chinois et le modèle capitaliste américain, et l'idée que dans une stratégie des puissances occidentales, il n'est pas absolument nécessaire de mettre tous les œufs sur une confrontation dure. Merci. Est-ce qu'il y a dans la salle une autre question? Moi, je voudrais demander à un auditeur sinologue ou même simplement sinophile ou même simplement sinophone, si les Chinois ont toujours cette habitude de parsemer leur conversation de proverbes comme celui que vous avez cité de Deng Xiaoping. Ça me fait penser au proverbe bantou d'Alexandre Vialat, qui était de magnifiques... Ça fait penser au cèpe de Tocard. Oui, à peu près. Celui qui se mêle des affaires d'autrui s'expose à de graves ennuis. Oui, cette sagesse-là, mais celle de Vialat est plus surréaliste. Qui rit sous l'acacia pleure sous l'okoumé. Oui. Quelque chose qui me laisse à penser. Il me semble que on a tendance, quand on ne connaît pas la civilisation, ni la langue chinoise, ni la littérature chinoise, à prêter au moindre propos chinois une profondeur qui est peut-être due à notre capacité à nous illusionner nous-mêmes. Pardon, pendant ce temps-là, je n'ai pas regardé. Oui, voilà, c'est le micro, mais bonjour à tous et merci pour vos éclairages. Moi aussi, je suis un auditeur depuis plusieurs années, je vous écoute chaque semaine, donc je crois que vous avez en public fidèle. Merci de nous donner ce temps de cet échange. Donc, je voulais revenir en fait à cette question plus sur retraite, conflits sociaux ou mobilisation, non mobilisation sociale. On est sur une réforme des retraites qui était dans le programme du candidat Macron de 2017, non, c'est pas seulement de 2022. On avait des annonces qui avaient été faites avant le Covid, après le Covid. On allait peut-être avoir des annonces en septembre dernier, puis en décembre dernier. Est-ce que ce côté un peu goutte à goutte, compte-goutte, est-ce que cette lenteur peut-être de la réforme publique, est-ce qu'elle participe à une certaine apathie sociale, à une démobilisation sociale? Est-ce qu'elle participe peut-être à un manque de confiance envers l'appareil politique? Donc voilà, juste avoir vos réflexions sur un peu ce supplice de Tantale. Depuis 5 ans, on parle d'une réforme des retraites qui devient un peu une arlésienne. Lucille Schmid? Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que dans nos échanges, la question des jeunes, de ceux qui, au fond, portent aujourd'hui la retraite de ceux qui sont plus âgés, et la façon dont ils pourraient la porter et le fait qu'il faut faire la retraite pour les jeunes, c'est un point sans doute assez central.
mais que c'est un point qui n'est pas du tout bien adressé dans le discours politique. Alors, est-ce que ça tient au fait, vous le savez, que du côté de la jeunesse, l'abstention est massive et qu'aujourd'hui, je ne sais plus quel est exactement le pourcentage, mais je pense qu'un électeur de plus de 65 ans doit peser 1,4 ou 1,5 par rapport à un électeur jeune. Donc on est dans une situation où il faut le faire, nous dit-on, pour ceux qui ne votent pas et qui considèrent, je ne sais pas si c'est de l'apathie, mais en tout cas c'est de la méfiance, de la défiance, voire de l'interpellation permanente par rapport aux institutions. Et donc ça, je pense que c'est un premier point important. Le deuxième point, me semble-t-il assez essentiel, c'est que sur cette question, tout à l'heure, Jean-Louis nous a dit on commence à travailler dès 3 ans. Certes, on va à l'école, mais on commence à gagner sa vie. Et ça, c'est un sujet, c'est différent. Je veux dire, de travailler à l'école et de gagner sa vie, d'entrer dans la vie professionnelle. C'est à ce moment-là qu'on commence à cotiser. Donc la question de la retraite par rapport au moment où vous commencez votre vie professionnelle. Et puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai vraiment... j'ai fait 8 ans d'études après le bac, mais il m'est arrivé de faire des stages ou des petits jobs d'été. Et je trouvais que la différence était essentielle entre le milieu professionnel que je connais et celui du milieu professionnel lorsque vous faites un job où vous êtes moins bien payé, vous avez fait moins d'études. C'est-à-dire que quand vous terminez votre journée, vous terminez vraiment votre journée et d'une certaine manière, vous êtes soulagé de la terminer pour commencer une autre vie. C'est moins le cas sur les métiers que nous faisons. Et cette question-là, il faut quand même l'aborder avec un côté concret, c'est-à-dire que le fait de penser la retraite comme un moment de repos, le fait de penser la retraite comme un moment de liberté, on le pense différemment selon le métier qu'on a exercé. Donc je pense que c'est aussi un des points sur lequel je trouve qu'Emmanuel Macron devrait élargir la perspective. On ne peut pas seulement parler de comptabilité lorsqu'il s'agit, au fond, du régime des retraites. Il faut aussi parler du temps que nous organise notre vie démocratique et comment est-ce qu'on retrouve un peu de liberté et pas seulement d'obligation. Jean-Louis Bourlange. Oui, l'idée c'est que le travail est une malédiction pour certains. Et c'est une idée très juste. À partir du moment où le travail est organisé comme il est organisé, c'est une malédiction. Donc, je crois que le vrai problème, c'est d'enrichir le travail, c'est de favoriser des carrières, d'améliorer la formation. Mais je crois effectivement qu'on travaille dès l'âge de 3 ans et qu'on n'est pas rémunéré en plus. Donc, on ne paie pas de cotisation, on n'est pas rémunéré. C'est pas très rentable. Moi, je voudrais faire une remarque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, la question n'a pas été posée, mais je crois qu'elle le mérite. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette réforme est très médiocre par rapport à la réforme à points qui avait été envisagée, qui était beaucoup plus vaste, etc. Je voudrais essayer de très rapidement dire pourquoi la réforme à points a échoué. Elle a échoué pour 3 raisons. La première chose, c'est qu'elle présupposait que les points étaient égaux. Or, justement, toute l'idée, c'est que les carrières ne sont pas identiques entre un couvreur, un instituteur, un comptable et un danseur d'opéra. La durée du travail n'a pas du tout le même poids, et donc le point n'était pas une unité de mesure particulièrement valable. Il fallait combiner avec la durée du travail possible, physiquement et intellectuellement, pour les différentes catégories concernées. Deuxièmement, on n'allongeait pas... l'idée, c'était qu'on ne faisait travailler globalement pas davantage la société française. Ce qui voulait dire que ceux qui recevraient de l'argent, cet argent serait pris aux autres. Et en plus, on ne peut pas dire que Delevoye ait été d'une clarté considérable sur les gagnants et les perdants. Donc ça a généralisé, très justement, un sentiment d'inquiétude. Alors qu'effectivement, la différence avec la réforme actuelle, c'est qu'on augmente globalement la quantité de travail produite et on introduit une variable supplémentaire. Et la troisième chose, c'est qu'on donnait aux gens non pas des garanties de pension, mais des points. Des points, c'est la monnaie de Monopoly. Personne ne sait ce que ça veut dire. Et l'exemple suédois était là pour dire que pendant les années de vache maigre, crac, on faisait baisser brutalement, on essayait de faire baisser, car en fait, ils n'y sont pas parvenus. On essayait de faire baisser la valeur du point pour que le système soit équilibré. Donc vous aviez, à mon avis, dans cette réforme qui était très intelligente dans son principe, vous aviez tous les éléments propres à créer une gigantesque incertitude sociale. Je crois que c'est ça la faiblesse fondamentale de l'ancien système. Enfin, c'est ce que j'ai dit. Moi, je me suis opposé à la précédente réforme. Je soutiens plutôt celle-là, tout en reconnaissant
tout à fait comme l'a dit Richard, que vraiment l'argumentaire qui a été donné jusqu'à présent par le pouvoir est vraiment, vraiment très faible. Oui, il y avait un gros problème qui était celui, en fait, des enseignants et d'une partie des fonctionnaires dans la réforme à points. Oui, et quand on a découvert que pour les fonctionnaires qui touchent une retraite confortable, puisqu'elle est à 70, 75, voire 80%, par rapport aux autres, et que tout d'un coup, ils repasseraient à peu près 50 ou 55% avec des salaires qui sont très faibles, il est bien évident que ça a été un tollé. C'était les grands perdants. Pas seulement un peu perdants, mais grands perdants. Donc à partir de ce moment-là, mais c'est ce qui était invraisemblable, c'est comme si on n'y avait pas pensé. Comme si on ne l'avait pas prévu. Vous citiez Delevoye, s'il y avait bien quelqu'un qu'il ne fallait pas mettre à ça, c'était lui. Mais... Delevoye était compréhensible pendant les 30 premières secondes de son discours. Richard Verrier. Pas tous les jours. Par rapport à la question des jeunes, moi j'avoue que je me pose la question, est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est vraiment la réforme des retraites qu'il a envie de faire ? C'est-à-dire, je suis assez étonné parce que là, il y avait un public, les jeunes, il aurait pu cibler, lui, son discours sur les jeunes. Après tout, il a la crédibilité de son âge, il a la crédibilité de son élection, vous l'avez dit, puisque cette réforme était déjà dans son premier programme. Donc là, il y avait une fenêtre de tir politique, si je puis dire. Or, bizarrement, il n'a pas du tout profité de cette fenêtre de tir-là. Je ne dis pas qu'il aurait réussi, mais moi, je suis assez étonné qu'il n'ait même pas tenté. Enfin, alors, formidablement, Béatrice en parle, vu de l'étranger, pardonnez-moi, mais il y a un gros problème dans cette réforme de retraite, c'est le régime des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous maintenez, grosso modo, les spécificités du régime des fonctionnaires en France, dans un pays qui, je crois, compte 6 millions de fonctionnaires, si je ne me trompe pas, à peu près, vous envoyez l'idée qu'il y aura de toute manière une inégalité entre ceux qui sont fonctionnaires, qui continueront, grosso modo, et je ne me prononce pas qualitativement, mais il y aura cette impression qu'il y a quand même des gens qui resteront privilégiés et d'autres qui devront faire plus d'efforts. Il faudra quand même, à un moment donné, et là, les autres pays européens l'ont fait, quand on réforme les retraites, on réforme toutes les retraites d'une manière équitable, et c'est encore une fois l'aspect équitable qui permettra sans doute de la rendre vendable. Oui, absolument. Bravo. Bravo, pardon. Je dis au micro ce que Béatrice vient de dire très justement. Il faut à ce moment-là augmenter les salaires. Tout à fait. Et c'est là aussi où il y aurait eu une possibilité de donnant-donnant. Bravo. Merci et merci pour la qualité de vos débats. Jean-Louis Bourlanges évoquait les argumentaires de la réforme. Je me posais la question de savoir quel lien vous faites entre la réforme des retraites et la transition écologique, parce que l'un des arguments, c'est quand même de dire que le financement des retraites sont des dépenses de fonctionnement et pas des dépenses d'investissement, et que la part du financement des retraites est assez significative dans la richesse nationale, là où il nous faudrait dégager des marges de manœuvre pour financer la transition écologique. Lucile, la transition écologique, c'est toi. Je suis totalement affectée, contrairement aux ressources fiscales. Non, ce qui me semble important, c'est plus la question de la confiance. C'est-à-dire, ce que vous dites là, c'est qu'au fond, on rejoint ce qu'on disait au moment des Gilets jaunes, c'est que, vous savez, les Gilets jaunes avaient demandé que, au fond, les ressources dégagées soient affectées à la transition écologique. Aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron a fait une vidéo, par exemple, pour montrer qu'il avait un bon bilan écologique. Et ce qui est frappant, c'est que, y compris ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, ou qui, comme moi, pensent qu'effectivement, il y a dans son bilan écologique des choses intéressantes, cette vidéo est apparue comme contre-exemplaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, installer sur la transition écologique l'idée que ce gouvernement agit vraiment, ce n'est pas le cas, alors même qu'on a une première ministre qui a créé un secrétariat général à la planification écologique qui est en charge de ces sujets, et que donc l'affichage institutionnel est là. Donc je pense que ce qui est important, au-delà de la question des retraites, c'est l'enjeu de donner un contenu explicite à cette question des objectifs en termes de transition écologique, effectivement d'y affecter du financement, mais surtout d'y affecter la possibilité de travailler avec ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle. Donc je pense que c'est un enjeu qui est bien au-delà du financier ou du quoi qu'il en coûte, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte,
lorsqu'on écoute Bruno Le Maire, lorsqu'on écoute Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il faut continuer à dépenser, mais à l'euro près, comme dit Bruno Le Maire, et que très souvent, on a le sentiment qu'il ne faut pas continuer à dépenser à l'euro près ou pas sur la transition écologique, et que la question de l'investissement et de la préparation de l'avenir n'est jamais là par rapport au fil de l'eau. Donc, je ne sais pas si je réponds correctement, de façon précise, mais en tout cas, je pense que le principal sujet, c'est la confiance politique et le fait qu'aujourd'hui, même si la Première ministre est compétente, institutionnellement a tous les pouvoirs, si elle fait des déclarations, personne n'imagine vraiment qu'il y ait aujourd'hui une feuille de route écologique du gouvernement, et ça, c'est un problème auquel il va falloir répondre très rapidement. Jean-Louis Bourlanges. Oui, non, mais si tu appliques la doctrine de Georges Marchais, c'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Mais je crois que tu l'appliques aussi avec un talent incroyable, en fait, Jean-Louis. Mais tu as raison. Non, mais je reformule ce que tu disais, c'est tout. Non, ce que je voudrais dire sur le plan du financement, c'est quand même, ce qui est très impressionnant, c'est que les études ont été faites, notamment des think tanks fondés sur la collecte de données publiques. Sur 1 000 euros de prélèvement obligatoire, 258 euros sont affectés aux retraites. C'est-à-dire plus d'un quart. 208 à la santé. C'est-à-dire à peu près la moitié. Et le reste, sur toutes les dépenses, que ce soit l'éducation, les transports, l'aide à l'économie, les intérêts de la dette, rien n'est au-dessus de 100 euros. Et en général, c'est entre 30, 40, 50 euros. Donc, si vous vous posez la question qui est la question centrale, comment faire face aux dépenses écologiques, aux dépenses militaires, aux dépenses technologiques visant à mettre l'économie française à la hauteur des grandes économies les plus développées, les ressources financières, soit vous augmentez les impôts, mais on est déjà au niveau des prélèvements obligatoires absolument au sommet de tout le monde, soit vous faites ça, soit vous travaillez sur ces deux entités que sont la retraite et la santé. Alors, pour les retraites, c'est relativement facile intellectuellement à concevoir. Pour la santé, ça ne l'est pas du tout. Et on voit bien que c'est le système global, qu'il soit privé ou public, clinique privée contre clinique publique, médecine de ville contre médecine hospitalière, puissance de l'administration par rapport au corps médical, que tout ça est complètement perverti et que ça demande un travail énorme. Et je crois que là, le discours du président de la République était peut-être bien intentionné, mais il ne touchait qu'une très très petite partie, on va dire ça comme ça, du problème. Mais c'est là, en tout cas, que l'on doit se concentrer si on veut effectivement dégager des ressources. Et là, on voit bien que ce qui était un peu en facteur commun de tout ce que nous avons dit, la pathologie fondamentale reste en France le rapport entre la société et l'État. On vient de le dire sur les retraites, on peut le dire sur le système hospitalier. Nous avons une situation qui est profondément malsaine, inutilement coûteuse, et ça ne veut pas du tout dire qu'il faut libéraliser. C'est beaucoup plus complexe que cela, mais ça veut dire que ces relations doivent être complètement revues, et je trouve que c'est ça la tâche fondamentale qui doit être celle des pouvoirs publics aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie Laurie Bellingham et Christian Sory qui ont enregistré cette émission, qui est donc diffusée 3 jours après son enregistrement à l'école alsacienne. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la diffusion de cet enregistrement et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public. Merci à toutes et à tous.